Alors, retour du Grand Direct, on vous a montré tout à l'heure évidemment des images de cette cérémonie à Oslo aujourd'hui, remise officielle du prix Nobel de la paix à 4 personnalités tunisiennes qui œuvrent en faveur de la défense de la démocratie en Tunisie. On est à 5 ans presque jour pour jour du déclenchement du printemps arabe justement en Tunisie. On revient sur cet événement avec Joseph Emmanuel. C'est le 17 décembre 2010 que Mohamed Bouazizi s'immole face au siège du gouvernorat en Tunisie. Quelques jours avant de commettre son acte désespéré, ce vendeur ambulant de légumes se voit confisquer sa marchandise car il n'a pas d'autorisation officielle. Il fait tout ce qu'il peut pour avoir le droit de continuer à travailler. Comme seule réponse, il se fait insulter et chasser. Mohamed meurt sur son lit d'hôpital 3 semaines après son immolation. Et la colère des Tunisiens monte. Bientôt, la protestation s'étend à tout le pays. Et moins d'1 mois après le geste de Bouazizi, le président Ben Ali prend la fuite en Arabie Saoudite. Il ne rentrera jamais. Le printemps arabe est né. En 1 mois, la révolte populaire s'étend à une vingtaine de pays arabes. Certains régimes, comme l'Arabie Saoudite, répriment immédiatement et par la force les contestations. D'autres réussissent à calmer le peuple à coups de réformes constitutionnelles. C'est le cas de l'Algérie de Bouteflika. C'est aussi le cas dans le sultanat d'Oman. En Jordanie, le roi Abdallah change de gouvernement dès le 1er février, mettant immédiatement fin aux manifestations sur le point de prendre de l'importance. Le roi du Maroc, de son côté, met en place une suite de réformes politiques et sociales. Mais sur l'exemple tunisien, et de façon beaucoup plus violente, certains régimes s'effondrent. Comme Ben Ali, le président du Yémen part pour l'Arabie Saoudite, laissant le pouvoir à son vice-président. En Égypte, la frustration de la population est la même que dans l'ensemble du monde arabe. Les manifestations sont massives. La place Tahrir devient le symbole de la révolution arabe. 2 millions de personnes exigent le départ du président. Et c'est l'armée qui prendra les choses en main. En avril, Moubarak et ses 2 fils sont placés en détention. Le printemps arabe a fait tache d'huile sur l'ensemble du monde arabe. Mais 2 pays se détachent de l'ensemble, la Libye et la Syrie, qui connaîtront également leur printemps, mais cette révolution se transformera en véritable guerre civile. Kadhafi sera capturé en octobre 2011 et tué le même jour. Bachar el-Assad, quant à lui, est toujours en place. Dans un pays ravagé par la guerre, près de 300 000 Syriens sont morts et l'État islamique contrôle une immense partie de son territoire. Protestations, réformes, chute de régime et guerre civile. En l'espace de quelques mois, le monde arabe a connu plus de changements qu'en un siècle. Mais pour beaucoup, le printemps arabe est devenu un hiver islamiste. Alors on va en parler justement avec nos invités. Ali Waked, notre spécialiste expert du monde arabe et musulman. Bonsoir Ali. Et je salue également Shalom Cohen. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Tunisie et en Égypte. Vous étiez d'ailleurs en Égypte juste avant le déclenchement de cette fameuse révolution printemps arabe. Quand vous regardez aujourd'hui, Shalom Cohen, 5 ans après, ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes et ce qui se passait avant, puisque vous avez connu la Tunisie donc de Ben Ali, vous vous dites que le résultat du printemps arabe, c'est quoi? C'est l'État islamique aujourd'hui, où il y a eu quand même un vrai résultat, une avancée pour ces pays? D'abord, je me permets de dire que la révolution arabe n'est pas terminée. On est, à mon avis, en plein milieu de cette vague immense qui est en train de prendre tout le monde arabe. Donc, il faut encore attendre quelques années et faire des analyses plus tard. Pour le moment, je pense que le seul pays qui a vraiment réussi le pari de cette révolution, c'est la Tunisie. Et encore, on doit voir comment les choses vont se développer, parce que même là-bas, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Donc, il est vrai que le prix de cette révolution, c'est, si vous voulez, un monde arabe plutôt islamiste, plutôt dans une anarchie, et plutôt dans une situation économique assez grave. Donc, on va voir où tout ça va donner dans les années qui viendront. Donc, c'est encore trop tôt aujourd'hui, Ali Waked? Oui, tout à fait d'accord avec M. l'ambassadeur, parce que, vous savez, Jean-Charles, le bilan, pour le moment, il paraît plutôt négatif que positif. Mais les révolutions, comme celle-là, c'est la première révolution que le monde arabe en général vit. Et si on prend la révolution française, elle a connu plusieurs phases. Le monde arabe n'a pas vécu de révolution comme la révolution française, n'a pas vécu l'expérience
l'influence américaine, parce que même si on compare, on voit le nombre de morts, le nombre de personnes tuées dans le cadre du printemps arabe, mais si on le compare au nombre de personnes tuées, par exemple, dans la guerre civile américaine ou dans la Révolution française, on n'est pas loin, relativement au nombre de nos jours, on n'est pas loin de ces nombres. Et je suis d'accord aussi avec M. l'ambassadeur quand il réfère à la Tunisie. La Tunisie, grâce au fait qu'elle avait déjà une tradition syndicale, grâce au rôle joué par la société civile tunisienne, on voit un exemple. Et aujourd'hui, vous avez mentionné le fait que cette association tunisienne a reçu le prix Nobel. Mais en ce qui concerne la Tunisie et en ce qui concerne l'Égypte, quand la direction des Frères musulmans s'est rencontrée à la veille des élections 2012 en Égypte, M. Ranouchi était contre la volonté de M. Erdogan de voir les frères musulmans se présenter pour les présidentielles. Les frères musulmans en Égypte eux-mêmes voulaient rentrer dans la vie politique, mais pas être représentés au présidentiel pour préparer l'opinion publique à une arrivée éventuelle au pouvoir. Et c'est M. Erdogan qui leur a poussé. Et M. Ranouchi, selon la littérature interne des frères musulmans, lui a averti qu'on est en train de faire une faute très grave. Ouais. Alors, je précise que ce n'est pas le printemps arabe qui vous a laissé sans voix, c'est un virus. C'est pour ça que vous avez du mal à vous exprimer, c'est un effort. Shalom Cohen, pourquoi la Tunisie, justement, vous qui connaissez donc bien ce pays, pourquoi est-ce que c'est parti de là? Pourquoi est-ce que c'est le pays aujourd'hui qui incarne finalement à lui seul un semblant de démocratie dans le monde arabe et pas l'Algérie, le Maroc ou d'autres pays plus proches d'ici? Oui, si je peux dire quelques mots auparavant, il est dur de comparer la révolution du monde arabe ou bien le printemps arabe avec quelques sera les autres révolutions autour du monde. Notre ami a mentionné la révolution américaine, la révolution française. Il faut bien comprendre que la révolution du monde arabe est sortie presque sans aucun programme. Elle n'était pas programmisée, elle n'avait pas aucune idéologie, elle n'avait pas aucun leadership. Donc, contrairement aux autres révolutions historiques. Dans ce contexte-là, je pense que, et pour répondre à votre réponse, la révolution arabe, le printemps arabe, est sorti du fait que le peuple a souffert d'un étouffement politique qui a été subi sur lui par des tyrannies, des tyrans comme le président Ben Ali, comme le président Moubarak, qui étaient plutôt une tyrannie. Vous êtes diplomate. Pardon? Vous ne pouvez pas être diplomate maintenant. Vous n'avez pas employé la terminologie tyran il y a 5 ans. Oui. Tout d'abord, je suis ex-ambassadeur, donc je peux me permettre. Et je veux rester vraiment attaché à la réalité. On parle, jusqu'à aujourd'hui, le monde arabe est dirigé par des tyrans. Et il faut bien comprendre que dans cette période-là, le monde arabe n'avait presque aucun droit. Les citoyens, on ne parlait pas des droits du citoyen. Il n'y avait pas. C'était une démocratie falsifiée. Ça veut dire, c'est une moquerie de la démocratie. Les élections se gagnaient à 99%, 9, etc. Et on se moquait tous de cette soi-disant démocratie dans le monde arabe. Donc le peuple tunisien qui a commencé, c'était une colère qui s'est exprimée au sein de la jeunesse tunisienne qui s'est permis pour la première fois de sortir dans les rues et de faire face à l'armée. Mais un événement extraordinaire qui s'est passé, et ça on doit le signaler. Toute la révolution du monde arabe a commencé à Tunis. Et la révolution à Tunis a commencé du simple fait que l'armée tunisienne n'est pas sortie contre le peuple tunisien. La première fois dans l'histoire du monde arabe que l'armée tunisienne, que n'importe quelle armée dans un monde arabe a reçu l'ordre d'attaquer les citoyens, et l'armée tunisienne a dit non, on ne va pas le faire parce que ce sont nos frères. On vient du peuple, on ne va pas attaquer le peuple. À cause de ce phénomène extraordinaire qui ne jamais a pensé auparavant,
Monsieur Ben Ali devait quitter la Tunisie parce qu'il a compris très vite qu'il est abandonné par son armée. Et c'est de là que tout a déclenché à partir de la Tunisie et dans les autres pays arabes. Oui. Alors, on va dire un mot très vite quand même de ce qui a été dit aujourd'hui à Oslo, parce que c'est quand même quelque chose d'assez symptomatique et qui revient, parce qu'évidemment on voit bien que ce monde arabe aujourd'hui craint ce terrorisme radical islamiste qui se propage partout lui aussi comme un espèce de boomerang. Et aujourd'hui, l'une des lauréates du prix Nobel a dit il n'y aura la paix que quand il y aura un État palestinien. Ça va en fait ramener la paix dans le monde arabe, c'est ce qu'elle a dit aujourd'hui à Oslo. Pourquoi est-ce que cet État palestinien aurait une répercussion sur tout le monde arabe? Est-ce que c'est pas un mythe, ça, ou est-ce que c'est une vraie idée reçue dans tous les pays du monde arabe? Non, Jean-Charles, nous ici, en Israël, on n'aime pas entendre ça. Le Premier ministre, lui, il est derrière l'agenda qui dit que finalement, on a vu que le conflit israélo-palestinien n'était qu'un goutte d'eau dans ce mer d'islamisme radical. Mais quand on suit la littérature des organisations islamistes, on voit que toutes les organisations ils disent que le but final, c'est de libérer Beit al-Maqdis, de libérer Jérusalem, le troisième site des musulmans, le troisième site religieux le plus important aux musulmans qui est encore occupé. Ça, c'est un. Nous, on vit ici en Israël. Ces dernières semaines, et moi j'ai écrit les 2 dernières semaines des articles sur ce sujet, les organisations palestiniennes, même les organisations islamistes, le Hamas, le djihad islamique, sont en train de perdre des cadres pour l'État islamique, soit pour les salafistes à la bande de Gaza, soit des gens qui partent pour la Syrie et pour l'Irak pour se battre à côté de l'État islamique. Quelques-uns d'entre eux sont en train de revenir à la bande de Gaza. Mais oui, la cause palestinienne a perdu beaucoup au cours de ces printemps arabes. Mais dans la vision de la très grande majorité des leaderships arabes, elle continue à être une cause qui encourage la mobilisation des djihadistes vers l'Occident et vers les pays, dans l'Occident, pardon, mais aussi dans les pays arabes. Et une deuxième remarque, Jean-Charles. À mon avis, la cause palestinienne a perdu, mais le plus grand problème, c'est que les masses arabes actuellement sont en train, malheureusement pour elles, elles ont le choix entre le mal et le pire. Voir un tyran comme le président syrien ou l'État islamique, avoir le maréchal Abdel Fattah al-Sisi qui ne respecte aucun droit, aucune démocratie, aucune liberté, ou l'alternative, c'est les islamistes. Et ça, c'est à mon avis le point le plus grave dans ce bilan de 5 ans du printemps arabe, le fait que les masses, les populations arabes n'ont pas vraiment le choix entre un régime séculaire et un régime libéral, entre un régime libéral ou un régime conservateur. C'est entre 2 choix que, 1, il ne respecte pas les démocraties, et 2, il a une agenda qu'on voit pour le moment très violente. Ouais. Shalom Cohen, sur cette revendication de l'État palestinien qui revient partout en Tunisie. Il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. À mon avis, c'est vraiment prendre ça très très loin. Je ne vois pas comment la cause palestinienne est derrière le fait que des musulmans ont dû des autres musulmans. Mais c'est ce qui se passe actuellement dans le monde arabe. Il y a des centaines de milliers de musulmans qui sont en train d'être tués. Il y a des guerres un peu partout dans le monde arabe. On peut parler de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, de la Libye, etc., etc. Donc, je ne vois pas comment vraiment la cause palestinienne est derrière tout ça. Il est vrai qu'il y a un problème palestinien. Il est vrai que ce problème palestinien doit trouver sa fin. Il doit trouver entre les 2 parties, les Israéliens et les Palestiniens. Mais de là dire que la cause palestinienne est derrière, ou bien elle est, disons, responsable de ce conflit régional. À mon avis, c'est exagéré. Elle n'est pas derrière, elle n'est pas le centre, mais c'est un élément qui encourage le processus de recrutement des djihadistes. Comme encore des dizaines de raisons qui sont sur le terrain. À mon avis, ça sera un des derniers raisons et pas l'un des premiers.
Ouais. L'État islamique, c'est une des conséquences pour vous directes du printemps arabe? Il nous reste une minute, hein, même pas. Mais... Non, à mon avis, l'anarchie est derrière le fait. L'anarchie, il y a une anarchie dans le monde arabe. Personne n'est responsable de rien du tout. Et la jeunesse et les gens se permettent un peu n'importe quoi, n'importe où. Donc, il y a un manque de leadership dans le monde arabe. Et je pense que dans cette situation anarchique, les partis musulmans trouvent une bonne base. Et c'est vrai, l'islamisme était là avant, il a été étouffé. Et maintenant, il trouve une possibilité de sortir à l'extérieur et d'une façon assez alarmante. Merci beaucoup, Shalom Cohen. Merci à vous, Ali Waked. Évidemment, dans une semaine, l'anniversaire, jour pour jour, cette fois, du printemps arabe. On aura l'occasion de revenir sur ces événements. Mais il y avait aujourd'hui donc cette cérémonie à Oslo de remise du prix Nobel de la paix à 4 personnalités tunisiennes. Merci à tous les deux. Nouveau journal avec Elsa Mimoun dans un instant. Bonne soirée.